Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le jeudi 8 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous en ce jeudi. Oui, on va revenir ensemble, bien sûr, sur ces événements à Minneapolis, aux États-Unis. Vous avez sans doute vu hier cette femme de 37 ans qui a été abattue au volant de son véhicule par un membre de ICE, cette police de l'immigration aux États-Unis. Un acte de légitime défense, dit la secrétaire de la Sécurité intérieure des États-Unis. Version contredite, entre autres, par le maire de Minneapolis, qui demande d'ailleurs à la police fédérale de l'immigration de quitter sa ville. Il y a eu hier en soirée, dans plusieurs villes américaines d'ailleurs, des manifestations particulièrement importantes à Minneapolis, bien sûr, au carrefour où ça s'est passé, sur les rues où ça s'est passé. Donc, veillez à la chandelle notamment. Jean-Philippe Robillard va nous faire le fil des événements. Il va revenir là-dessus un peu plus tard aujourd'hui. Sinon, en studio avec moi à cette heure-ci, il y a déjà Véronique Mirand qui est là. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors, on le sent déjà ce matin, oui. Au petit matin. Ce sera très doux. Des températures douces, voilà. On a franchi le cap du record du point. Même? Possible record, je dirais. Cette douceur-là nous vient des États-Unis. Il y en aura énormément des records de ce côté-là. À Montréal, j'ai regardé les chiffres. Le record parce que la journée la plus douce, ce sera vendredi. Okay. Donc, le record pour vendredi, c'est quand même 11,3 degrés. C'est arrivé en 2008. Alors, est-ce qu'à Montréal, on atteindra 11? Peut-être pas. Mais par contre, en Montérégie, vous savez, on vous parle souvent de Sainte-Anicette, là, ces petites municipalités-là un peu plus au sud, on pourrait toucher la barre du 10 degrés. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait des records qui tombent pour vendredi, mais on sera assurément là, dans le top 3 des températures les plus douces là, qu'on a connues à pareille date. Donc, redoux qui s'installe aujourd'hui. En fait, c'est la journée pour profiter de l'extérieur, si vous pouvez le faire. Température clémente, redoux modéré. On se maintient près de zéro, légèrement au-dessus, donc pas de grosses flaques d'eau et percée de soleil à venir. Alors, quand même très intéressant. C'est demain, avec l'arrivée du système, que ce sera un peu moins parce que ce sera essentiellement de la pluie pour la plupart des secteurs, mais il y a quand même un risque de précipitation verglaçante là, pour les régions au nord du fleuve. Par la suite, le mercure va demeurer assez doux en fin de semaine et il y a un autre système qui va entrer samedi soir. Ça pourrait donner de la neige mouillée, ça, de la neige mouillée samedi soir, dimanche matin. 5 à 10 cm par endroit. Alors, on y va de façon plus détaillée du côté de Montréal, l'Estrie, les Laurentides, la Naudière, Québec, l'Outaouais. C'est encore nuageux ce matin. C'est pas impossible qu'il y ait une petite brune verglaçante par endroit, mais c'est une faible probabilité. Les éclaircies sont probables davantage cet après-midi, moins 1 à 2 degrés comme maximum, des températures presque stables la nuit prochaine, légèrement sous zéro. Et demain, la pluie commencera en après-midi pour Montréal et l'Estrie, en matinée assez tard pour les Laurentides, la Naudière, un peu plus tôt en Outaouais et en début d'après-midi pour Québec. On a dit risque de précipitation verglaçante pour les régions les plus au nord du fleuve, mais c'est juste avant la transition. Par la suite, c'est de la pluie partout. Venteux, sud-est, des températures de l'ordre de 5 à 6 degrés pour la journée de vendredi, la dizaine de degrés possible pour les secteurs plus au sud. Du côté de l'Abitibi, la douceur va gagner vos secteurs également. Le maximum, c'est 2 degrés aujourd'hui. La situation sera la même vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Températures qui se maintiennent légèrement en dessous ou au-dessus du point de congélation. Faible flocon bruine ce matin, éclairci cet après-midi. Et on parle d'un mélange de précipitations pour la journée de vendredi avec des températures positives. Du côté de la Gaspésie, nuages et flocons, température légèrement au-dessus de zéro. La faible neige va cesser sur la Côte-Nord. Il fera -1 aujourd'hui. Et pour l'est du Québec, ce système-là qui donnera de la pluie majoritairement au sud vendredi donnera de la neige, 5 à 10 cm dans l'ensemble. Du côté de la Gaspésie, dans les basses-terres, on aura un mélange de précipitations alors qu'en montagne, ce sera de la neige. Une quinzaine de centimètres de neige à venir vendredi soir, samedi pour la Côte-Nord. Territoire ontarien, temps gris, brouillard sur la portion nord, 1 à 2 degrés. Belle journée à Toronto, il fera 6 sous le soleil, plus variable à Windsor, avec quelques averses possibles en après-midi, une dizaine de degrés.
percée de soleil à venir à Ottawa avec un maximum de 3. Et dans l'ouest aussi, il y a de la douceur qui va s'installer pour une période un petit peu plus prolongée. À partir de la fin de la semaine, Edmonton, Calgary, la Saskatchewan, les valeurs passeront nettement au-dessus du point de congélation. En attendant, légèrement en dessous aujourd'hui avec une tendance à l'ennuagement. Donc, il fait encore assez beau dans les prairies et on a un petit répit à Vancouver sous un ciel variable avec un maximum de 6. Alors oui, vous aurez compris qu'on surveille ce redout-là qui va peut-être pas faire disparaître complètement la neige, mais assurément modifier le paysage quand même. OK, oui, quelques jours de redout effectivement à venir. Merci beaucoup, Véronique. Plaisir. Bonne journée. Élise Jeté sera avec nous un peu plus tard à l'émission aux actualités culturelles pour nous parler, entre autres choses, de cette cérémonie en fin de semaine des Golden Globes. Ça prépare le terrain pour la remise, la saison de la remise des prix à Hollywood. Mais pour l'instant, parlons sport. C'est Caulfield qui intercepte. Caulfield avec une belle passe pour Carrier. Carrier, ensuite Vertex. Ouais, c'était un très beau but, ça. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Le Canadien qui a gagné hier face aux Flames de Calgary devant ses partisans à Montréal. Oui, et Alexandre Texier qui a profité peut-être de ce retour au Centre Bell pour prendre ses aises et connaître son premier match de 3 points de sa carrière, en fait, dans la Ligue nationale de hockey. Il a marqué donc ce but, le tout premier du Canadien, le premier de 4, victoire de 4-1 face aux Flames de Calgary. Mais il a aussi ajouté 2 passes au cours de la rencontre. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs cette première étoile du match d'hier. Un match qui a été très bien mené par le Canadien de Montréal, un match complet. Les Flames de Calgary ont eu peu d'espace sur la patinoire, peu d'espace pour se faire valoir. Et c'est ce qui explique le résultat de ce match. Après ce long voyage de cette rencontre, le Canadien était d'attaque hier soir au Centre Bell face aux Flames de Calgary, qui n'est pas une puissance d'ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, mais on sait que parfois ça peut être des matchs pièges pour des équipes qui sont en confiance et qui connaissent de bonnes séquences. Bien, hier, ça a été complètement l'inverse. Le Canadien qui a dominé ce match hier. Il y a aussi Philippe Danault qui est allé chercher une passe dans le match d'hier. Lui, c'était un retour à la maison. N'avait pas encore joué de match au Centre Bell depuis son retour avec le Canadien de Montréal. Donc, lui aussi, il a profité de ce retour pour faire un petit pain de foule, apprécier cette vague qui est venue en toute fin de match, qui a été remarquée par tous les joueurs du Canadien. Il y a Alexandre Texier sur le banc, d'ailleurs, qui se demandait ce qui se passait, un peu soufflé par tout ça. On peut l'écouter, d'ailleurs, sur l'ambiance du Centre Bell. Tu sais, c'est fou. Je me souviens qu'on est mercredi soir, puis il y a une ambiance comme ça, donc j'ai jamais vécu ça avant, donc c'était impressionnant, juste les fans qui donnent, et puis quand tu joues du bon hockey, qu'est-ce qu'ils vont te donner aussi, donc écoute, c'était incroyable. Et Philippe Danault en a connu de très bons moments aussi au Centre Bell, et pour lui aussi, hier, ça a été une soirée bien spéciale. Ça lui rappelait de bons moments. Il m'utilise dans des situations clés, puis il sait ce que je suis capable de donner. J'ai confiance en lui, il a confiance en moi, puis ça fait que du bon là, dans ce cas-là. Puis je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans le game dans les moments importants, puis il le sait, puis il le sent, puis il connaît la game, puis c'est juste un good coach. Philippe Danault qui parlait de sa relation avec Martin Saint-Louis. Il veut être des gros moments. Hier, il a été de ses bons moments et puis pu se faire valoir. Donc, belle victoire du Canadien de Montréal, reprise ce soir au Centre Bell contre les doubles champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. Au tennis, Gabriel Diallo a fait un peu de changement dans son entourage dans ce début de saison. Oui, parce qu'il est en action présentement au tournoi d'Hong Kong, éliminé de cette portion en simple, mais toujours inscrit donc au tableau en double avec Coleman Wong. Ils ont remporté d'ailleurs ce matin leur match de deuxième tour en double et on a appris qu'il y a un changement dans l'entourage de Gabriel Diallo. En fait, il a cessé son travail avec Martin Laurando, son entraîneur qui l'a suivi depuis ses tout débuts, a fait appel à un duo suédois, Johan Ortegren et Jonas Björkman. Ce sont eux qui vont travailler avec lui au cours de cette année à suivre. On peut écouter Gabriel Diallo sur ses motivations, mais surtout le grand respect qu'il y avait entre lui et Martin Laurando. Une association qui se termine en bons termes. On l'écoute. J'ai eu 4 années vraiment formidables avec Martin. On a fini avec des bons termes, excellents termes. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours rester proche de moi, qui va toujours suivre ma carrière. Puis, un peu comme un membre de la famille, on a passé énormément de bons moments ensemble. Même quand j'étais à l'université, que je rentrais à l'été, l'hiver, m'entraîner avec lui. Donc, c'était le temps d'un changement. Et puis, c'est ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va m'emmener. Sortait tout juste du terrain, donc récupérer encore un peu. Tous les respires. Voilà, toutes les respirations. Il est 40e au monde présentement, seulement 24 ans, a connu une très bonne année. Son premier titre l'an dernier à Bois-le-Duc, donc tentera de poursuivre sur cette lancée avec de nouveaux entraîneurs. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
À la une des quotidiens, commençons ce matin par le Globe and Mail qui nous parle des États-Unis qui ont saisi hier 2 pétroliers supplémentaires dans leur tentative de contrôler le pétrole vénézuélien. L'administration du président américain Donald Trump qui a cherché à affirmer un peu plus son contrôle sur ce pétrole en saisissant 2 pétroliers sanctionnés et en annonçant son intention d'assouplir certaines sanctions pour que les États-Unis puissent superviser la vente du pétrole vénézuélien dans le monde entier. Le président J.D. Vance qui a déclaré, nous dit le Globe and Mail, lors d'une entrevue que les États-Unis pouvaient contrôler les cordons de la bourse du Venezuela en dictant où son pétrole peut être vendu. D'ailleurs, sur ce sujet du contrôle ou de la direction que prend le Venezuela, le président américain Donald Trump a accordé une longue entrevue à des représentants du New York Times. Évidemment, c'est à la une du New York Times ce matin. Et ce qu'on apprend essentiellement, c'est que la supervision du Venezuela par les États-Unis pourrait durer des années. C'est ce qu'a dit donc le président des États-Unis. Il était interrogé par le New York Times et on lui a posé la question, est-ce qu'on parle de 2, 3, 6 mois plus? Le président Donald Trump qui a répondu, je dirais, beaucoup plus longtemps. Il affirme dans cet entretien avec les journalistes du New York Times que les États-Unis s'entendent très bien avec le gouvernement de la présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez. Donc, entrevue de Donald Trump à lire. Rare entrevue de Donald Trump avec le New York Times à lire ce matin. Dans la presse, on nous parle des bars qui jouent avec le feu. On revient sur des bars montréalais qui utilisent encore des feux de Bengale attachés à des bouteilles d'alcool. C'est une pratique similaire, nous rappelle la presse, à celle qui a entraîné un incendie dramatique dans un établissement en Suisse. Ce type donc de bougies incandescentes, pourtant interdit sur le territoire de Montréal, mais des recherches de la presse démontrent effectivement qu'on peut voir des gens brandir des bouteilles d'alcool auxquelles sont accrochés des feux de Bengale. C'est extrêmement dangereux, dit le service des incendies de Montréal. La presse qui a contacté certains bars, des bars donc qui sur leurs médias sociaux ont des publications où on peut voir ce genre de feu de Bengale sur des bouteilles d'alcool et des bars ont dit, dans notre cas, ce sont de vieilles publications qui sont recyclées. Maintenant, on utilise plutôt de la technologie LED. Mais ça reste quand même extrêmement dangereux. Ce que dit le service des incendies de Montréal, c'est qu'effectivement, c'est interdit et que cette pratique-là ne devrait pas avoir cours. À lire dans la presse de ce matin. Maintenant, le Devoir nous parle du tabac à la rescousse des finances publiques du Québec. Le gouvernement du Québec qui va recevoir 6,7 milliards de dollars en dommages qui seront versés par les cigarettiers. Depuis août dernier, les efforts du gouvernement pour réduire le déficit peuvent s'appuyer sur un allié insoupçonné, écrit Isabelle Porter dans le Devoir. C'est l'industrie du tabac qui doit donc verser plusieurs milliards de dollars au cours des prochaines années au gouvernement. C'est à la suite de cette action collective intentée contre les grandes compagnies du tabac pour les dommages causés aux fumeurs et au gouvernement qui ont dû payer justement pour soigner cette clientèle. Où ira l'argent? Le gouvernement n'a pas encore décidé, mais les sommes ont été déposées dans un fonds consolidé de revenus qui signifie qu'elles peuvent être ou qu'elles peuvent servir à payer à peu près n'importe quelle dépense gouvernementale. Vous pourrez lire ça dans le Devoir de ce matin. Le Journal de Montréal nous parle du plomb et du sulfate dans l'eau du fleuve. C'est une compagnie de la municipalité de Sainte-Catherine au sud de Montréal. Ottawa accuse cette importante usine de recyclage de batteries, c'est la plus importante au Canada, de contaminer les eaux du Saint-Laurent et ce pendant des années. C'est la compagnie TerraPure qui recycle des batteries au plomb qui est dans le collimateur du fédéral. Il y a un rapport du ministère qui révèle que TerraPure a déversé 700 tonnes de sulfate par mois pendant plusieurs mois dans un tuyau d'égout municipal qui se vide en plein dans la voie maritime du Saint-Laurent. Et dans le Journal de Montréal, et c'est aussi la une du Journal de Québec, on revient sur la campagne de Charles Milliard. Vous savez, il s'est lancé dans cette campagne à la direction pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Eh bien, il a une vidéo pour faire la promotion de sa candidature, mais ce que l'on voit, c'est un village enneigé qui peut ressembler à Québec, mais les recherches du journal démontrent que c'est plutôt Hambourg, en Allemagne, que l'on voit dans la vidéo. Pas d'explication de la part de l'organisation de Charles Milliard dans le journal de ce matin. Voilà en gros donc ce qui fait la une des différents quotidiens ce matin.
Situation qui demeure tendue à Minneapolis au lendemain de la mort de cette femme aux mains d'un agent de la police fédérale de l'immigration. Je vous le disais au début de l'émission, ce policier de ICE qui a ouvert le feu sur la femme alors qu'elle semblait vouloir quitter les lieux là, à bord de son véhicule. Vous avez sans doute vu les images, c'est repris encore ce matin un peu partout dans les informations. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc oui, il y a eu des manifestations, en tout cas des rassemblements à Minneapolis hier soir à la suite de ce qui s'est passé. Oui, effectivement. Il y a des centaines de personnes. Il y a des dépêches qui parlent de milliers de personnes qui se sont rassemblées à Minneapolis hier soir, justement, sur les lieux de la fusillade ou tout près pour rendre hommage à la femme qui a été abattue hier au moment où les agents de la police fédérale de l'immigration, ce qu'on appelle communément ICE, menaient, et ça depuis mardi, une vaste opération à Minneapolis qui impliquait 2000 policiers. Alors donc, vous l'avez dit, il y a un policier qui a ouvert le feu sur la femme. C'est une citoyenne américaine, elle a 37 ans. Selon les policiers de la ville, elle ne serait pas visée par l'opération des policiers de l'immigration, mais vous n'avez parlé, vous les avez sans doute vues, ces images. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est repris aussi par les médias. Donc, et dans ces vidéos, on voit 3 agents s'approcher d'un véhicule stationné en travers de la rue. Il y a un des agents qui tente d'ouvrir la portière du VUS, parce que c'est un VUS. Le véhicule, Mathieu, il a reculé, c'est ce qu'on voit dans les vidéos, puis il avance pour quitter les lieux. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un agent qui a ouvert le feu sur la conductrice, la dame, évidemment, qui est décédée. Alors, c'est une fusillade qui a fait beaucoup augmenter les tensions à Minneapolis, une ville démocrate, alors qu'il y en avait déjà beaucoup depuis mardi, depuis que cette opération de la police de l'immigration avait commencé. Également, hier, il y a eu des manifestants. En fin de journée, il y a eu cet hommage. On s'est rassemblés pour rendre hommage. Mais plus tôt dans la journée, en après-midi, en fait, il y a eu des manifestants qui sont descendus dans les rues de la ville pour dénoncer ce qui est arrivé, pour dénoncer cette opération là, qui est menée là, depuis mardi. Et clairement, il y a des versions des faits qui ne sont pas les mêmes. On ne fait pas la même lecture de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche et pour ce qui est des autorités locales là, au Minnesota. Oui, totalement. Selon le département de la sécurité intérieure, tout comme pour le président américain Donald Trump, c'était un cas, Mathieu, de légitime défense. Selon le département de la sécurité intérieure, et je le cite si vous me permettez, des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l'une d'entre elles a transformé son véhicule en arme en tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer. Un acte de terrorisme intérieur, selon le département de la sécurité intérieure aux États-Unis. Donald Trump qui a également blâmé la gauche radicale pour ce qui s'est passé hier, mais c'est une version donc qui est contredite par les élus démocrates, par le maire de la ville, Jacob Free, qui a qualifié tout ça de conneries parce que selon lui, la conductrice n'a jamais représenté un danger pour quiconque. J'invite à l'écouter. They are already trying to spin this as an action of self-defense. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Alors, le maire de Minneapolis, qui est assez clair, qui dit aux agents de ICE, à la police fédérale de l'immigration, foutez le camp de la ville. Pour le gouverneur démocrate de l'État, Tim Walz, c'est également de la propagande de la Maison-Blanche. Donc, les élus démocrates de la ville, tout comme de l'État, donc, qui ont demandé aux agents fédéraux de l'immigration de quitter la ville au lendemain de cette tragédie. Oui, et on va continuer de suivre ça. D'ailleurs, notre collègue correspondant aux États-Unis, Louis Blouin, est arrivé sur place hier soir. On va lui parler un peu plus tard. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. C'est l'heure des actualités culturelles. Élise Jeté se joint à nous en studio. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. Alors la soirée des Golden Globes, on va surveiller ça. Ça va être présenté ce dimanche, ce qui lance officiellement la saison de la distribution des prix à Hollywood. Oui, la cérémonie va se dérouler à Beverly Hills et c'est le premier grand rendez-vous de l'année, réputé pour son ambiance plus festive avec des vedettes assises à des tables avec un verre à la main. Bien commandité par des marques de champagne. Oui, c'est ça. En comparaison aux Oscars qui sont plus solennels, disons-le. On a une autre ambiance. L'animation est confiée pour une deuxième année
consécutive à l'humoriste Nikki Glaser qui avait marqué les esprits l'an dernier avec un monologue très mordant, des blagues très directes, grinçantes même, mais généralement bien accueillies quand même par l'industrie. Côté nomination, le film One Battle After Another mène la course avec 9 mentions, dont des nominations pour Leonardo DiCaprio et une réalisation signée Paul Thomas Anderson. Il va entre autres affronter Timothée Chalamet pour Marty Supreme, où il joue un joueur de ping-pong, et George Clooney pour le film Jake Kelly. Du côté féminin, on va surveiller Emma Stone pour Bugonia et Rose Byrne pour If I Had Legs, I'd Kick You, 2 gros films de l'année. C'est ce qui retient l'attention du côté des comédies et comédies musicales. Et aux Golden Globes, les prix sont remis séparément, donc drame et comédie, c'est séparé. Donc du côté des drames, le film danois Sentimental Value se démarque. C'est l'actrice principale Renate Reinsve qui a reçu une tonne d'éloges de la critique durant l'automne. Elle va entre autres être en compétition contre Jennifer Lawrence pour Die My Love et Julia Roberts pour After the Hunt. Les séries télé sont aussi récompensées lors de ce gala-là dimanche. C'est la série The White Lotus qui domine avec 6 nominations, ce qui confirme un peu son statut de chouchou de la critique cette année. Là, tout le monde n'a parlé que de cette série-là, encore une fois, pour cette 3e saison. Et même si les Golden Globes ne sont pas toujours un indicateur fiable pour les Oscars, des fois, ils vont dans un autre sens. Là. Quand même, c'est pas le même jury. Une victoire, ça peut clairement donner un coup de pouce à une campagne et installer un discours positif pour certains films. Donc, ça risque de donner le ton pour les Oscars qui vont avoir lieu le 15 mars cette année. La soirée va aussi servir à rendre hommage à 2 grandes carrières. Il y a Helen Mirren qui va recevoir un prix pour l'ensemble de son œuvre au cinéma et Sarah Jessica Parker qui va être honorée pour sa contribution marquante à la télé. Donc, les Golden Globes ce dimanche en direct de Beverly Hills. On va revenir un peu plus près de nous en parlant du cabaret festif qui a dévoilé les 12 projets musicaux qui ont été sélectionnés pour sa 15e édition. Oui, le cabaret festif, c'est le concours de musique qui est organisé par le Festif de Baie-Saint-Paul. Ça fait partie des bons tremplins pour la relève. Le festival est en juillet, mais le concours, lui, est en hiver. Donc, il y a 3 soirées de qualification prévues les 17 janvier, 7 février et 28 février. Chaque soir, 4 artistes vont jouer. Au programme, une sélection très variée. Ça va de l'indie folk au hip-hop, au punk, à l'électropop. Beaucoup de vitalité dans la scène émergente. Et pour vous donner une petite idée de l'étendue des styles, je vous ai préparé 30 secondes de musique qui vont vous faire aller dans tous les sens. OK, le dernier extrait réveille. C'est ça. Wow. Si y avait encore des gens qui dormaient, ils sont réveillés. C'était Talia Rosora, Charlie Juste et Dogo Suicide. Donc, 3 ambiances très différentes. Clairement. Et après les 3 soirs de qualification, les meilleurs projets vont se rendre en finale le 21 mars. Et pour souligner les 15 ans du cabaret festif, il y a aussi des porte-paroles qui sont bien connus du concours par le passé. Donc, entre autres, Lydia Kepinski et Alex Berger. Les billets sont déjà en vente si vous avez envie d'aller faire un petit tour dans Charlevoix cet hiver. Merci beaucoup, Élise. Merci pour cette collaboration tout au long de la semaine. Bonne journée. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.